Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire donc consacré aux nouveautés de la loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023. Donc on va aborder les nouveautés qui concernent aujourd'hui les entrepreneurs. J'ai un problème pour faire défiler les slides, pourquoi ? Excusez-moi. Donc, je me présente, c'est les aléas du direct malheureusement. Donc, je me présente, je suis Audrey, je suis juriste chez BPI France Création et je serai donc accompagnée ce matin de Marine, qui est également juriste donc chez BPI France Création. Je déroulerai donc pour ma part toute la partie sur la loi de finances et Marine déroulera donc les nouveautés de la loi de financement de la sécurité sociale. Je vous rappelle juste les règles de fonctionnement de ce webinaire. On va donc dérouler pendant 45-50 minutes les mesures et on prendra donc un peu de temps à la fin de ce webinaire donc pour répondre à vos questions. Les questions, elles doivent être posées dans l'onglet questions si vous voulez qu'on les voit. Le chat étant destiné à communiquer entre vous si vous le désirez. Donc voilà, vraiment, posez vos questions dans l'onglet questions. C'est vraiment plus facile pour nous de les retrouver et de pouvoir en fait y répondre en fin de webinaire. Ce webinaire, il est enregistré et il y aura donc un replay sur le site BPI France Création, donc normalement d'ici demain sur la page dédiée au webinaire. La présentation que l'on va dérouler, elle sera également disponible en téléchargement. Donc surtout, pas de panique. Si vous avez loupé une slide ou si vous avez loupé 3 minutes d'intervention, voilà, vous retrouverez tout ça sur le replay d'ici demain, donc sur le site BPI France Création. Voilà, toutes les informations étant données sur le bon déroulement de ce webinaire. Donc surtout, voilà, aussi mettez-vous à l'aise. Coupez tout ce qui pourrait vous distraire, les notifications, votre téléphone, etc. Soyez avec nous pendant une toute petite heure pour faire un zoom sur la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. On va donc démarrer tout de suite parce que bon, ce webinaire, comme chaque année, est toujours un peu dense. Donc, on démarre tout de suite avec les principales mesures de la loi de finances pour 2023, c'est-à-dire donc les mesures fiscales. Au programme des mesures fiscales, donc nous avons fait une petite sélection des principales mesures pouvant vous intéresser donc en tant qu'entrepreneur, à savoir la revalorisation de différents seuils, une petite nouveauté concernant donc les cessions d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée soumise à l'IS, la réactivation de certains crédits d'impôt, dont notamment le crédit d'impôt pour rénovation énergétique, mais aussi celui, ou du moins une prolongation du crédit d'impôt formation des dirigeants, accompagné d'une petite nouveauté également en ce qui concerne la formation. On va faire également un focus sur les mesures d'aide pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Donc ça, ce sont des mesures temporaires, des mesures d'urgence. Et enfin, un petit zoom sur 3 mesures fiscales qui, je pense, pourraient vous intéresser, mais pas sans forcément rentrer dans le détail. Voilà, donc on commence tout de suite donc, par la revalorisation de différents seuils. Donc cette année, on a eu pas mal de revalorisation des seuils. On a la classique. Donc, comme chaque année, le barème progressif de l'impôt sur le revenu est revalorisé à hauteur de cette année de 5,4%, puisque c'est une revalorisation qui tient compte de l'inflation. À titre de comparaison, l'année dernière, la revalorisation était de 1,4%. Si on compare, la première tranche l'année dernière était exonérée jusqu'à 10 084 €. Cette année, on est jusqu'à 10 770 € soumis à 0%. Ce barème, il intéresse donc les entreprises individuelles, dont les micro-entrepreneurs, puisque vous savez, votre bénéfice ou chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Bien évidemment, ce barème intéresse également les dirigeants de sociétés qui prendraient une rémunération qui est donc soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu, au même titre que les autres revenus du foyer.
Tous les 3 ans, les seuils des régimes fiscaux d'imposition sont également revalorisés, donc cette fois dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Code général des impôts. Les seuils qui sont donc indiqués sur cette slide sont bien évidemment sous réserve de l'arrondi qui sera pratiqué par l'administration fiscale. Normalement, donc les seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester au régime micro pour les prestations de services BIC-BNC est de 77 700 euros et il est de 188 700 euros pour les activités commerciales. C'est-à-dire, donc, quand on entend activité commerciale, on parle des activités achat-revente, vente à consommer sur place et les prestations d'hébergement, notamment. Juste pour votre information, donc vous savez que lorsque l'on dépasse les seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années de suite, on sort normalement en N+3 du régime micro. Donc, quid des années où il y a une revalorisation de seuil? Ben, quand on est sur une année de revalorisation des seuils, le BOFIP donc, nous indique que les seuils qui sont à apprécier pour savoir si l'on sort du régime micro sont les nouveaux seuils. Ce qui veut dire tout simplement que pour être au régime micro en 2023, pour les activités de prestation de services BIC-BNC, il ne faut pas avoir dépassé 77 700 euros en 2021 et 2022. Pareil si vous êtes sur une activité commerciale. Donc les seuils qui sont à apprécier sont les nouveaux seuils, donc 188 700 euros. Les seuils des régimes réels d'imposition sont également revalorisés. Donc on est au régime réel simplifié lorsque l'on réalise un chiffre d'affaires qui est compris entre 77 700, donc sorti du régime micro, et 254 000 euros pour les prestations de services BIC-BNC. Pareil pour les activités commerciales. Donc, pour être au régime réel simplifié d'imposition, vous devez avoir un chiffre d'affaires qui est compris donc entre 188 700 et 840 000 euros pour les activités d'achat-revente. Au-delà de ces seuils, on passe au régime réel normal. Bien évidemment, sauf option de votre part. Les seuils de franchise en base de TVA n'échappent pas non plus à la revalorisation triennale. On reste en franchise en base de TVA tant que le chiffre d'affaires est inférieur à 36 800 euros pour les activités de prestation de services BIC-BNC et 91 900 euros pour les activités d'achat-revente. Je rappelle les règles concernant la franchise en base de TVA. Donc, on sort de la franchise en base de TVA si on dépasse 36 800 euros, mais qu'on a un chiffre d'affaires inférieur à 39 100 euros, qui est le seuil de tolérance, pendant 2 années de suite. Donc, si on est entre ces deux seuils, donc 36 800 euros et 39 100 euros, vous passez au régime de TVA en année N+3. Par contre, si vous dépassez au cours de votre année 39 100 euros, qui est le seuil de tolérance, dans ce cas-là, vous êtes redevable de la TVA le mois de dépassement. C'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler de bien suivre finalement quand vous êtes au régime, quand vous êtes en franchise en base de TVA, de bien suivre votre chiffre d'affaires pour anticiper justement votre éventuel assujettissement à la TVA avec toutes les obligations qui vont avec. Parce que je vous rappelle qu'à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, vous devez donc rajouter la TVA sur vos factures, faire vos déclarations de TVA et bien évidemment penser à la récupérer sur vos achats. Une grande nouveauté cette année, la fraction du bénéfice imposable au taux réduit de l'IS a été revalorisée pour la première fois depuis 20 ans. Donc en France, on a 2 taux d'IS, donc IS, impôt sur les sociétés. On a le taux normal qui est de 25% et on a un taux réduit de 15% qui s'applique pour les PME. Donc jusqu'à présent, étaient imposés à 15% les 38 120 premiers euros de bénéfices.
À partir des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2022, autant dire 1er janvier 2023, la fraction imposable à 15% passe à 42 500 €. Donc, à titre d'exemple, si vous réalisez un bénéfice de 45 000 €, vous aurez 42 500 € qui seront imposés à 15% et 2 500 € qui seront imposés à 25%. On a cette année également, donc par la loi de finances, une petite nouveauté concernant les cessions d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. À l'IS, il faut que ces deux structures soient sous le régime de l'impôt sur les sociétés. Donc la cession d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée qui aurait opté à l'IS, donc je rappelle par contre qu'on ne peut plus constituer d'entreprise individuelle à responsabilité limitée depuis le 15 février 2022, mais pour autant, celle qui était créée avant cette date continue d'exister, et qu'une entreprise individuelle peut opter à l'IS depuis le 15 mai 2022. D'accord ? Donc ces entreprises-là, elles seraient, en cas de cession, elles seraient assimilées au regard des droits d'enregistrement comme une cession de parts sociales. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez céder votre entreprise individuelle, les droits d'enregistrement ne seront plus calculés comme une cession de fonds de commerce, mais comme une cession de parts sociales. Jusqu'alors, pour une cession de fonds de commerce, les droits d'enregistrement étaient calculés selon un barème progressif. Donc de 0 à 23 000 €, vous étiez à 0%. De 23 000 à 200 000 €, vous étiez à 3%. Et au-delà de 200 000 €, vous aviez la fraction donc supérieure à 200 000 € était taxée à 5% du prix de cession. Concrètement, cette réforme, elle supprime la taxation à 5%. Donc vous aurez toujours la fraction qui est inférieure à 23 000 € qui sera taxée à 0%, et au-delà de 23 000 €, vous serez à 3%, ce qui ne sera pas négligeable en fonction du prix de cession. Ça peut être une économie substantielle. On a également la réactivation cette année d'un crédit d'impôt, et plus particulièrement du crédit d'impôt de rénovation énergétique. Ce crédit d'impôt, qui était donc à la base temporaire, avait été mis en place lors de la loi de finances pour 2021. Elle concernait les dépenses qui étaient engagées jusqu'au 31 décembre 2021 en faveur de la rénovation énergétique de vos bâtiments. Ce crédit d'impôt a donc été réactivé. Je rappelle les règles d'attribution. Donc, il est ouvert aux PME soumises à l'IS ou à l'IR, mais selon un régime réel d'imposition. D'accord ? Ce qui veut dire que excusez-moi. Donc, quelle que soit en fait votre activité, vous allez pouvoir bénéficier, que vous soyez à l'IR ou à l'IS, vous allez pouvoir bénéficier donc d'un crédit d'impôt pour rénovation énergétique. Les dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont celles qui sont engagées pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire. Donc, la construction du bâtiment doit avoir été achevée depuis plus de 2 ans. Et ce crédit d'impôt, il va concerner les bâtiments dont les entreprises sont propriétaires, mais également si vous êtes locataire, mais que vous, bien évidemment, que vous devez utiliser pour votre activité. Donc, sont donc éligibles au crédit d'impôt. Donc, les dépenses qui sont engagées en faveur de la rénovation énergétique. Et la liste des travaux, vous la retrouvez, elle a été fixée bien évidemment par décret. Donc, tous les travaux ne sont pas forcément éligibles à ce crédit d'impôt, mais vous retrouvez la liste des travaux qui a été fixée par décret, et tout ça, vous le retrouvez sur le site Bpifrance Création, bien évidemment. Le montant du crédit d'impôt, il est égal à 30% du montant des dépenses engagées, plafonné à 25 000. Voilà. Un autre crédit d'impôt cette fois, donc ce crédit d'impôt pour la formation des dirigeants.
il a été prolongé. Il devait prendre fin le 31 décembre 2022 et finalement, on le proroge jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, vous savez qu'en tant que dirigeant, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt lorsque vous engagez des dépenses de formation. Donc, cela concerne donc l'ensemble des dépenses de formation qui entrent dans le champ de la formation professionnelle continue. Il peut s'agir de formations classiques relatives à la gestion d'entreprise ou de formations plus techniques, donc spécifiques à votre métier, à partir du moment où ça finalement consolide ou améliore vos connaissances. Donc, toutes ces formations-là sont donc éligibles au crédit d'impôt. Donc, cette fois, c'est bien les entreprises éligibles à ce crédit d'impôt, donc sont celles qui sont soumises à un régime réel d'imposition, donc ce qui exclut la micro-entreprise. D'accord ? Donc, quand on parle ici de micro-entreprise, ce sont celles qui correspondent à des petites entreprises de par leur taille. Hein, donc, c'est une petite entreprise qui emploie moins de 10 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros. Le montant du crédit d'impôt, il est égal au nombre d'heures de formation réalisées par le dirigeant dans la limite de 40 heures par année civile et il est multiplié tout simplement par le taux horaire du SMIC. Depuis le 1er janvier 2022, pour les micro-entreprises, encore une fois, micro-entreprises par la taille, ce crédit d'impôt a été doublé. Donc, pour toutes les dépenses qui ont été engagées par une micro-entreprise depuis le 1er janvier 2022, le crédit d'impôt est doublé. Donc, ce dispositif est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, c'est l'occasion pour vous de continuer à vous former. Il faut en profiter, puisqu'on n'est pas certain qu'à partir du 31 décembre, à partir du 1er janvier 2025, ce soit encore d'actualité. Il y a également une petite nouveauté concernant la formation. Donc là, c'est la formation plus en général. Donc, désormais, ou du moins à compter de la date à laquelle les modalités seront fixées par décret, parce que pour l'instant, on a instauré le principe par la loi de finances, mais les modalités ne sont pas encore définies par décret. Lorsque vous souhaiterez utiliser votre compte personnel de formation, donc compte CPF, sachez que même les dirigeants peuvent utiliser leur compte CPF. Donc, lorsque vous allez mobiliser votre compte CPF pour financer une formation, il vous sera demandé une participation financière. Cette participation, elle sera fixe ou proportionnelle. Donc ça, c'est une des modalités qui doit être fixée par décret. On ne sait pas encore si la participation est dans quelle mesure et à quel montant les personnes qui souhaitent se former devront mobiliser une participation financière. Il faut savoir que ça, c'est que ce soit quel que soit le montant disponible sur votre compte CPF. Ce qui veut dire que même si vous avez assez pour financer intégralement la formation choisie, on vous demandera quand même une participation financière. Alors, pourquoi cette mesure ? Cette mesure, elle est justifiée par le souhait du gouvernement de mobiliser le compte CPF pour financer une formation présentant, je cite, un objectif réel pour l'insertion ou le maintien dans l'emploi. Voilà. Donc, et puis, vous savez aussi qu'il y a eu énormément de fraudes énormément de fraudes concernant les comptes CPF. Donc voilà, tout ça rentre dans le cadre de la réglementation de l'utilisation des comptes CPF. Il existe quand même des exceptions à cette participation financière. Donc, les demandeurs d'emploi ainsi que les salariés qui bénéficient d'un abonnement de leur employeur sur le financement de la formation seront exemptés de la participation financière. Encore une fois, les modalités de mise en œuvre de la participation de financement seront donc fixées sur un décret à venir. La loi de finances, elle introduit également des mesures temporaires qui visent à soutenir les entreprises pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Donc, ce soit des nouvelles mesures, soit des prolongations de dispositifs qui ont déjà été mis en place en 2022. Donc, on a par exemple la prolongation du PGE Résilience.
Donc le PGE Résilience, prêt garanti par l'État Résilience, permet de soutenir les entreprises ayant un besoin significatif de trésorerie en raison du conflit en Ukraine. Donc je vous rappelle que le conflit en Ukraine, il a débuté le 24 février 2022. Les entreprises qui peuvent bénéficier de ce PGE, elles sont toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit le secteur d'activité. On peut le mobiliser par exemple pour faire face à la hausse du prix de certaines matières premières. Également parce que vous pouvez être affronté à la rupture de chaîne d'approvisionnement, à la suspension de paiement en provenance de la Russie ou de l'Ukraine, ou encore parce que vous faites face à la perte de débouchés commerciaux. Donc voilà, ce sont des exemples de cas dans lesquels vous pouvez mobiliser un PGE Résilience. Ce PGE Résilience, il permet de couvrir jusqu'à 15% du chiffre d'affaires annuel moyen au cours des 3 dernières années. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est cumulable avec les éventuels PGE que vous auriez mobilisés pendant la période Covid. D'accord ? Donc, ce n'est pas parce que vous en avez déjà un sur le Covid que vous ne pouvez pas en solliciter un pour vos besoins de trésorerie parce que vous faites face à des difficultés à cause du conflit en Ukraine. Pour l'obtenir, exactement comme le PGE Covid, rapprochez-vous d'abord de votre banque. Obtenez un préaccord sur le financement. Ensuite, rendez-vous sur la plateforme BPI France pour obtenir l'attestation. Et une fois que vous avez l'attestation, vous pouvez retourner voir votre banque afin de débloquer les fonds. Et vous aurez donc une garantie de l'État sur votre financement. Les demandes, elles peuvent être faites donc jusqu'au 31 décembre 2023. Et encore une fois, voilà, vous pouvez le cumuler avec un éventuel PGE que vous auriez sollicité pendant la période Covid. Un autre dispositif qui fait l'objet d'une prolongation, c'est le bouclier tarifaire. Alors, le bouclier tarifaire, en fait, c'est un dispositif qui permet de protéger à la base, ce sont les ménages. Le bouclier tarifaire protège les ménages contre les augmentations de tarifs d'électricité et de gaz. Ce dispositif, il a été étendu aux TPE en octobre 2022. Et donc, il est prolongé sur 2023, toujours pour les ménages et les TPE. On entend par TPE, donc très petites entreprises. Ce sont les entreprises de moins de 10 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros et un critère supplémentaire qu'il faut avoir un compteur électrique d'une puissance inférieure à 36 kVA. Voilà, donc ça, c'est un critère supplémentaire par rapport à la taille de l'entreprise. Donc, grâce à ce bouclier tarifaire, la hausse des prix de l'électricité sera limitée à compter du 1er février 2023 à 15%. Il faut savoir qu'il aurait été de 120% si on ne bénéficie pas de ce bouclier tarifaire. Comment on l'obtient? Comment on le met en œuvre? Pour les factures 2022, en fait, vous devez vous rapprocher de votre fournisseur d'énergie. Donc là, c'est avec lui que vous voyez directement pour la mise en place de ou le remboursement de ce bouclier tarifaire. Pour les factures 2023, vous devez fournir à votre fournisseur d'énergie une attestation d'éligibilité. Cette attestation d'éligibilité, vous la retrouverez sur le site impôts.gouv. Et pour les contrats qui seraient conclus avant le 28 février 2023, l'attestation doit être fournie avant le 31 mars. Par contre, pour les contrats qui seraient conclus donc après le 28 février 2023, vous devez fournir cette attestation à votre fournisseur d'énergie dans le mois qui suit la date de prise d'effet du contrat. D'accord? Donc pour 2022, pas d'attestation. Pour 2023, vous devez fournir une attestation. Donc encore une fois, cette attestation, vous la retrouvez sur le site impôts.gouv.fr. Nouvelle mesure donc, qui est mise en place à compter du 1er janvier 2023. C'est la mise en place d'un amortisseur d'électricité. Cet amortisseur d'électricité, lui, permet aux entreprises qui ont signé des contrats avec des tarifs plus élevés, finalement, de bloquer le tarif. D'accord ? Les entreprises qui sont concernées par cet amortisseur,
ce sont les PME, cette fois, donc moins de 250 salariés, moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou un total bilan inférieur à 43 millions. Et bien évidemment, toutes les TPE qui ne pourraient pas bénéficier du bouclier tarifaire, et notamment, j'entends parce qu'elles ne respecteraient pas la puissance du compteur électrique. Hein. À partir du moment où elles ont une puissance de compteur électrique supérieure, je vous ai dit 36 kVA, donc dans ce cas-là, elles ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire, mais elles pourront bénéficier donc, de l'amortisseur d'électricité. Donc, grâce à cet amortisseur, donc je vais le faire très grossièrement parce que c'est un peu plus compliqué, mais très grossièrement, ça permet de limiter le prix annuel moyen du mégawattheure à 180 €. La différence étant prise en charge par l'État. D'accord ? Pour obtenir cet amortisseur d'électricité, ben, c'est comme le bouclier tarifaire. Donc là, vous devez fournir à votre fournisseur d'énergie une attestation d'éligibilité, donc que vous retrouverez encore une fois, c'est la même, sur le site impôts.gouv.fr, et les délais sont exactement les mêmes. Donc pour les contrats qui seraient conclus avant le 28 février, cette attestation doit être fournie avant le 31 mars. Et enfin, pour les contrats qui seraient conclus après le 28 février, donc dans le mois qui suit la prise d'effet du contrat. Donc ça, c'était pour finalement les mesures de soutien à la hausse des prix de l'énergie. Donc vraiment, voilà, pour aider les TPE à faire face à cette crise. Là, je vais vous présenter en fait 3 petites mesures fiscales qui, je pense, méritent d'être soulignées, mais sans pour autant voilà, entrer dans le détail, mais c'est bien de les avoir en tête. La première mesure que je souhaitais vous évoquer, c'est la suppression progressive de la CVAE. Donc, je rappelle que la loi de finances pour 2022 avait déjà réduit de moitié les taux de la CVAE. La CVAE, c'est une des composantes avec la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, de la contribution économique territoriale. Elle concerne qui? Elle concerne surtout les entreprises qui ont réalisé au moins 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc la loi de finances pour 2023, elle réduit de nouveau de moitié les taux de cette CVAE pour enfin la supprimer définitivement à partir du 1er janvier 2024. Ouais, donc en fait, finalement, on aura une suppression sur 3 ans de cette CVAE. Nous avons également le réaménagement du critère d'âge des JEI. Donc JEI, je rappelle, Jeunes Entreprises Innovantes. Le statut de jeune entreprise innovante, il confère un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales aux PME qui engagent en fait des dépenses de recherche et de développement, mais ces dépenses de recherche et de développement doivent représenter au moins 15% de leur charge. Donc la loi de finances pour 2022, elle avait rallongé le critère d'âge des JEI jusqu'au 11e anniversaire de l'entreprise. Et elle concerne donc les entreprises qui étaient créées jusqu'au 31 décembre 2022. La loi de finances, elle fait quoi? Déjà, elle proroge le dispositif, puisqu'il devait prendre fin le 31 décembre 2022, on le proroge jusqu'au 31 décembre 2025. Mais par contre, elle revient sur le critère d'âge, c'est-à-dire qu'à partir des créations du 1er janvier 2023, le critère d'âge à respecter ne sera plus de 11 ans, mais de 8 ans. Et enfin, une mesure qui revient assez souvent, qui est souvent prorogée, c'est la prolongation du taux majoré de réduction d'impôt pour les investissements au capital des PME. Donc, rappel le dispositif, en fait, les personnes physiques qui investissent au numéraire du capital de petites et moyennes entreprises non cotées peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu qui est normalement égale à 18%. Le taux était porté à 25% du montant des sommes investies jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, on proroge ce taux majoré de 25% pour les investissements donc jusqu'au 31 décembre 2023. Mais attention, donc ce taux majoré, il concernera les sommes investies à compter de la date de publication du décret, qui n'est pas encore sorti. D'accord ? Donc, on aura bien ce taux prorogé de 25% à compter de la date de publication du décret. Voilà, je vous ai donc présenté les principales mesures de la loi de finances pour 2023
Je vais donc laisser Marine maintenant prendre le relais pour vous présenter donc les mesures concernant la loi de financement. Bonjour à tous. Je vous propose maintenant de passer aux principales mesures sociales qui intéressent les entrepreneurs. Elles sont donc issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a été promulguée le 23 décembre et publiée au JO le 24 décembre dernier. Le texte, vous n'êtes pas sans savoir que le texte a effectué un bref passage devant le Conseil constitutionnel qui avait invalidé certaines mesures, dont le versement d'indemnités journalières. On en retient aujourd'hui un texte finalement sans réelle mesure phare, hormis peut-être les moyens de lutte contre la fraude sociale. Et certaines mesures sont des reconductions des mesures dérogatoires instaurées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Sur un plan pratique, on va étudier les mesures en fonction des personnes concernées. On va d'abord s'intéresser aux travailleurs indépendants. Vous verrez, ce sont deux reconductions de mesures dérogatoires. Ensuite, on s'adresse aux employeurs. On étudiera une mesure relative aux entreprises. Et on terminera par un zoom sur les différentes mesures relatives à la fraude les mesures relatives à la lutte contre la fraude sociale. Pardon. Les mesures à l'intention des travailleurs indépendants. La première mesure concerne le calcul des indemnités journalières et maternité pour les travailleurs indépendants. Donc le principe du calcul, il est de prendre en compte les 3 dernières années civiles pour établir une moyenne. Ce principe avait déjà connu une première dérogation lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. On avait considéré que pour éviter que la crise sanitaire ne vienne biaiser le calcul, on avait prévu de neutraliser l'année 2020. Comprenez qu'on ne la prend pas en compte dans le calcul. La reconduction s'étend cette fois-ci aux arrêts de travail qui commencent entre le 1er janvier 2023 et 31 décembre 2023. Puisque la moyenne doit prendre en compte l'année 2020, elle peut ne pas être prise en compte. Il faut bien comprendre que les revenus de l'année 2020 peuvent être pris en compte dans le calcul des indemnités uniquement si cela conduit à des indemnités accrues par rapport au calcul réalisé sur les seules périodes 2021 et 2022. Il faut que la neutralisation soit favorable à l'intéressé. Concernant la deuxième mesure, elle concerne le calcul des prestations en espèces pour les micro-entrepreneurs. Elle est toujours guidée par la crise sanitaire, s'adresse spécifiquement aux micro-entrepreneurs. Il faut savoir qu'une prestation en espèces est une indemnité journalière qui permet de compenser la perte de revenus due à un arrêt de travail. Le principe du calcul propre aux micro-entrepreneurs, il est de prendre en compte le revenu d'activité, mais il est proportionnel aux cotisations dont l'auto-entrepreneur s'est acquitté à la date de l'arrêt de travail. L'idée sous-jacente de cette mesure, c'est que les micro-entrepreneurs ont bénéficié d'une réduction des cotisations sociales pendant la crise sanitaire et pour autant, cette réduction ne doit pas induire une diminution de leurs droits aux prestations. Donc le calcul correspond normalement au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisées après application du taux d'abattement. Il est fonction de la nature de l'activité. Et la reconduction de la dérogation consiste en un calcul du chiffre d'affaires ou des recettes brutes des années 2020 et 2021, soit avant application des réductions liées à la crise sanitaire. En fait, le calcul ne se base pas sur les revenus cotisés, mais sur les revenus réels des micro-entrepreneurs. Je passe aux mesures à l'intention des employeurs. La première mesure, il y en a deux, la première mesure concerne la déclaration sociale nominative. Le principe du fonctionnement de la DSN, c'est que les employeurs doivent déclarer mensuellement l'ensemble des revenus de remplacement et les prestations sociales. Désormais, la DSN sera adressée soit à l'URSSAF, soit à la MSA, c'est la mutualité sociale agricole, en fonction de la situation de l'employeur, et à l'administration fiscale. Il faut enfin savoir que la mesure est reportée au 1er janvier 2024. Concernant les contrôles de la DSN, il y a deux changements notables. D'abord, les agents en charge des contrôles des DSN seront ceux de la sécurité sociale. Et ensuite, le deuxième changement, il concerne le système. On a finalement instauré un système de centralisation des corrections entre les corrections qui sont effectuées par les différents organismes ou administrations destinataires des données.
Un décret déterminera prochainement les modalités d'application concernant la transmission des résultats aux déclarants et la procédure d'échange contradictoire à la correction des déclarations par les organismes. La deuxième mesure concernant les employeurs, celle-ci, elle concerne la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d'au moins 20 et de moins de 250 salariés. On va d'abord contextualiser, ou plutôt comprendre les évolutions de cette mesure qui s'est dessinée en plusieurs temps. Et je rappelle qu'on parle toujours de ce type d'entreprise, donc au moins 20 et moins de 250 salariés. En premier lieu, la loi en faveur de la protection d'achat, qui a eu lieu en 2022, avait ouvert droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires réalisées par les salariés. Ensuite, l'article 22 de la LFSS pour 2023 a modifié les modalités d'imputation et rendu la déduction applicable dans le cadre du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT. Le BOSS est venu ensuite intégrer le principe de l'extension de cette déduction forfaitaire à hauteur de 0,50 centimes d'euros à chaque heure supplémentaire réalisée en conséquence du rachat des jours auxquels le salarié renonce. On s'est posé la question de savoir à quelle date est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre cette mesure, et un communiqué du BOSS en date du 30 décembre 2022 a précisé que c'était à partir de la mise en vigueur de la LFSS pour 2023, soit le 25 décembre 2022. N'hésitez pas à me poser d'autres questions à l'occasion du temps d'échange si vous souhaitez mieux comprendre les conditions d'application de cette déduction forfaitaire. Passons maintenant à une mesure phare concernant les entreprises. Il s'agit du forfait social sur les abondements au plan d'épargne d'entreprise. Pour rappel, un plan d'épargne entreprise, c'est un produit d'épargne obligatoirement proposé dans une entreprise si elle a mis en place la participation. L'idée, c'est de verser de l'argent sur un PE et c'est facultatif. Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique et leur effectif, pour autant qu'elles comptent au moins un salarié, peuvent mettre en place un plan d'épargne entreprise. C'est d'ailleurs un fort moyen d'attractivité dans un contexte où le recrutement dans les PME est pas toujours simple. Il faut savoir que l'argent peut provenir de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires du salarié, de droits monétisés d'un compte d'épargne temps, de transferts provenant d'autres plans d'épargne salariale, sauf le PERCO, ou d'abondement. Ce sont les versements de la part de l'entreprise. La mesure concerne cette fois-ci les cas d'abondement complémentaire au versement volontaire des salariés pour l'acquisition de titres de l'entreprise. Elle consiste en une prolongation de l'exonération de forfait social de 10% à l'intention des entreprises. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude sociale. Donc ça, c'est un petit zoom propre à un objectif de cette LFSS pour 2023. Elle a considéré qu'elle souhaite augmenter de 10% la détection des fraudes d'ici 2024. Donc, différents moyens ont été mis en œuvre à cet effet et on va étudier les 5 types de mesures qui peuvent être intéressantes. La première mesure concerne les contrôles URSSAF. Ceux qui visent les entreprises de moins de 20 salariés et les travailleurs indépendants ne pourront plus s'étendre sur une période supérieure à 3 mois. Cette période pourrait être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement. L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023. La lutte contre le travail illégal. Il y a un principe de solidarité. Le donneur d'ordre a une obligation de vigilance à l'égard des sous-traitants. Pour tout contrat d'un montant minimum de 5 000 €, il doit vérifier le respect des obligations de déclaration et de paiement des cotisations lors de la conclusion, et puis tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. La LFSS pour 2023 a permis une modulation de cette solidarité financière. De manière pratique, cette modulation peut consister en cet exemple suivant. Le donneur d'ordre peut bénéficier d'une réduction de 10 points du taux des majorations de redressement
en cas de règlement dans les 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure, ou bien de la présentation d'un plan d'échelonnement des paiements dans ce même délai. On note aussi des sanctions différenciées pour les donneurs d'ordre qui manquent à leur devoir de vigilance à l'égard de leurs sous-traitants ou en cas de travail dissimulé. L'utilisation d'informations et de documents obtenus lors du contrôle d'une autre société du groupe. C'est finalement un principe de réciprocité qui a été instauré pour apporter des garanties aux cotisants. L'agent de contrôle URSSAF est en charge de toute personne, qui doit contrôler toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'il contrôle, à la stricte condition d'en informer l'entreprise contrôlée. Il a le droit d'utiliser l'ensemble des informations obtenues à l'occasion du contrôle. De plus, une copie des documents doit être communiquée à l'entreprise contrôlée si elle en fait la demande. Un décret viendra prochainement fixer les conditions et les garanties applicables. Et l'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023. On passe ensuite au droit de communication. Le principe, c'est que le droit de communication permet d'obtenir certains documents nécessaires sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle. Il s'étend désormais aux agents de l'URSSAF, des CGSS et des caisses de MSA. Et il s'adresse aussi aux tribunaux de commerce. L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2023. La possibilité de mener des cyberenquêtes. Certains agents de contrôle de l'URSSAF, de l'inspection du travail et de Pôle emploi ont de nouvelles compétences de cyberenquête pour la recherche du travail illégal sur Internet. Et de plus, pour constater ces fraudes commises par communication électronique, ils sont désormais en droit d'agir sous pseudonyme. Ils peuvent par exemple participer à des échanges électroniques et extraire ou conserver des éléments de preuve et des données concernant les auteurs présumés des infractions. La seule limite, les actes constitués ne peuvent pas constituer une incitation à commettre une infraction sous peine de nullité. L'entrée en vigueur de cette mesure est aussi fixée au 1er janvier 2023. Les sanctions en cas de fraude. La Caisse d'assurance retraite a désormais le choix de prononcer un avertissement plutôt qu'une pénalité. Et le montant de cette pénalité sera modulé en fonction de la gravité des faits reprochés. Il sera soit proportionnel aux sommes concernées, à hauteur de 70%, soit forfaitaire, dans la limite de 4 fois le taux du plafond mensuel de la sécurité sociale, si les sommes ne sont pas clairement déterminables. L'entrée en vigueur est faite au 1er janvier 2023. Passons maintenant aux questions-réponses, si vous en avez. Alors oui, effectivement, il y en a un petit peu quand même. Alors j'ai commencé à y répondre un peu dans le chat, mais je vais donc reprendre quelques questions qui apparaissent en fait de manière assez récurrente. Alors effectivement, la micro-entreprise ne peut pas être à l'IS. Hein, donc ça, on est bien d'accord. Il y a bien une distinction entre les entreprises qui sont sous le régime de la micro-entreprise et les entreprises individuelles qui seraient, de par leur taille, considérées comme des micro-entreprises. Voilà, je rappelle bien, la taille de la micro-entreprise, moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc là, vous pouvez être à l'IS. Mais par contre, les entreprises qui seraient sous le régime fiscal de la micro-entreprise, donc le régime dit simplifié, ne peuvent pas opter à l'IS. On pose des questions aussi par rapport au bouclier tarifaire et notamment donc les TPE qui auraient leur siège social ou leur bureau à domicile. À partir du moment où vous avez établi votre établissement à votre domicile, votre fournisseur d'énergie est donc normalement un fournisseur d'énergie dit particulier, donc éligible pour les ménages. Donc vous êtes automatiquement éligible puisque je rappelle que le bouclier tarifaire à la base est une protection des ménages et qu'il a été étendu aux professionnels en fin d'année 2022, mais qu'à la base, c'est une protection des ménages. Donc, normalement, vous avez automatiquement droit à ce bouclier tarifaire. Alors,
Alors, Cécile qui demande effectivement, il me semble que les micro-entreprises d'activité libérale non CIPAV, il n'y a pas d'indemnité journalière versée en cas de maladie. Alors, depuis le 1er juillet 2021, il y a quand même eu une réforme où les activités libérales ont désormais le droit à des indemnités journalières. Donc, ça, non, vérifiez en fonction de votre activité, mais ça a été quand même étendu. D'avant également, n'hésite pas Marine, hein, si tu veux prendre la main sur des réponses concernant la loi de financement. Oui, je suis en train de regarder les différents commentaires. Okay. Tu continues à répondre à certaines questions ou pas, ou Je continue. D'accord. Alors, est-ce que, donc Catherine qui me demande, est-ce que si je propose des prestations de services et que je dépasse les seuils de TVA, je peux la récupérer? Il me semblait que non. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le principe de la franchise en base de TVA. C'est vrai que pendant, vous pouvez être en micro-entreprise, donc sous le régime fiscal de la micro-entreprise, et dépasser les seuils de la franchise en base de TVA. Donc, dans ce cas-là, vous restez sous le régime fiscal de la micro-entreprise, mais vous avez cette obligation donc de facturer de la TVA. À partir du moment où vous facturez de la TVA, vous êtes tout à fait en droit de la récupérer, puisque vous êtes sur des déclarations. Donc, comme toute entreprise individuelle classique, je collecte et donc je reverse. Je vous ai mis également le lien où vous pouvez retrouver donc la liste des travaux. Donc, c'est le lien du BOFIP dans lequel vous retrouverez donc toutes les dépenses éligibles au crédit d'impôt rénovation énergétique. Alors, est-ce que le crédit d'impôt sur les formations des dirigeants est possible aussi sur les formations métiers obligatoires pour l'activité? Logiquement, oui. À partir du... Bon, voilà. Il faut qu'elle vous soit utile dans le cadre de votre activité. Donc, à partir du moment où vous êtes sur une formation métier obligatoire, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas. Le seul critère, c'est que, bah voilà, il est limité. Donc, c'est limité à 40 heures de formation par année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC en vigueur. Alors, bah, quand vous êtes sur Anita qui nous demande donc, pour les régimes micros, si l'activité est mixte, quels sont les seuils? En fait, vous appliquez en fait, finalement à chaque activité le seuil qui vous correspond. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas dépasser le seuil le plus important. Donc, je m'explique. Si vous êtes sur une activité de prestation de service et que vous avez une activité un peu commerciale en même temps. Donc, sur tout ce qui va être vos prestations commerciales, vous ne pourrez pas dépasser donc, le seuil je reprends le nouveau seuil, je ne l'étais plus en tête, donc de 188 700 €. Mais à l'intérieur de ce seuil, vos activités de prestation de services BIC, BNC ne pourront pas, elles, dépasser 77 700 €. Et les deux seuils cumulés, eux, ne pourront pas dépasser 188 700 €. Marine, si tu veux prendre un peu la main. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. D'abord, j'ai des remarques. J'ai été un petit peu rapide, je suis désolée. Je souhaitais tout expliquer en un temps imparti et garder du temps pour les questions. Donc, je suis vraiment désolée et n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions. Il y a une personne qui cherche à comprendre un petit peu mieux le principe du calcul des indemnités journalières. En fait, l'année 2020 est venue biaiser le calcul de la prise en compte des 3 dernières années civiles. Donc, on a décidé de neutraliser, donc de ne pas prendre en compte l'année 2020 si elle était défavorable au calcul des indemnités. Voilà, je pense que pour ça, je pense savoir expliquer un petit peu mieux. Il faut savoir d'ailleurs que les indemnités journalières ne sont pas imposables. D'autres questions? Non, c'est principalement parce que j'ai été rapide. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des points donc, qui ont été abordés trop rapidement. Pour la DSN, c'était à propos de l'envoi qui est désormais envoyé à l'URSSAF ou à la MSA plus à l'administration fiscale. Non, rien.
principalement parce que j'ai été rapide. Voilà. Alors, tac. Alors, est-ce que j'ai l'impression, je reprends un peu les questions. Donc, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup sur les dépenses de crédit d'impôt énergétique. Alors, attendez, là, ça bouge dans tous les sens. Bonjour, les entreprises individuelles ou réelles peuvent-elles aussi bénéficier de ce crédit d'impôt formation? Oui, alors ça, c'est bien évidemment les entreprises individuelles au régime réel sont d'ailleurs les seules à pouvoir bénéficier du crédit d'impôt formation. Les micro-entreprises ne peuvent pas en bénéficier. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on est au régime réel, on peut imputer donc les charges et les crédits d'impôt. Quand vous êtes au régime de la micro-entreprise, le fonctionnement, c'est tout simplement vous déclarez votre chiffre d'affaires et puis on y applique un abattement. Donc, vous ne tenez pas en compte des charges. Donc, il ne peut pas y avoir de crédit d'impôt. Hein, c'est pour ça qu'on exclut du crédit d'impôt formation des dirigeants les micro-entreprises, hein, tout simplement. C'est parce que le fonctionnement ne leur permet pas de pouvoir en bénéficier. Donc, ensuite, quelles sont les modalités de remboursement d'un PGE? Alors, normalement, les PGE, alors, tout ça doit être vu en fait avec votre banque. Hein. Le PGE, c'est quoi? C'est normalement quand même un prêt, on va dire, qui fonctionne de manière assez classique, hein, sauf qu'il est limité dans son montant, puisque là, pour le PGE Résilience, on va être sur 15% du montant d'une moyenne de chiffre d'affaires calculé sur les 3 dernières années, et il va être garanti par l'État. Mais le fonctionnement, il est vu avec votre banque, hein, en fait. Hein. Donc tout ça, c'est à voir directement avec votre conseiller bancaire. Alors, ensuite, donc ça, les modalités de remboursement de PGE, je les ai données. Alors, le montant minimal des cotisations sociales forfaitaires en première année au régime réel. Alors, vous allez pouvoir les retrouver sur le site BPI France Création. Donc, dans la boîte à outils de l'entrepreneur, vous avez dans l'onglet indices et chiffres, vous allez pouvoir retrouver donc non seulement le montant des indemnités journalières, mais aussi donc le calcul de toutes vos cotisations sociales, dont notamment le montant des cotisations sociales en première année. Donc, vous savez que vous avez un fonctionnement forfaitaire sur les 2 premières années. Donc, on calcule les cotisations sociales en fonction d'un certain pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Et puis ensuite, par contre, si votre bénéfice n'est pas assez suffisant pour couvrir le montant des cotisations sociales, on vous y applique un montant de cotisation forfaitaire. Donc là, il est minimal et de mémoire, il est à peu près à 1 300 €. Mais je préfère que vous alliez revérifier donc, sur la boîte à outils de BPI France Création. Encore une fois, l'onglet indices et chiffres, cotisation minimale, et vous allez y retrouver donc vraiment toutes les informations et tous les calculs des IJ. Concernant l'imposabilité des indemnités journalières, je sais que dans le cadre des micro-entrepreneurs, elles ne sont pas imposables, tout simplement parce qu'ils ne perçoivent pas un salaire, mais un chiffre d'affaires. Pour les autres statuts, je préfère vérifier avant de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message via LinkedIn ou autre. Je chercherai à vous envoyer la réponse. Et peut-être juste donc deux dernières questions. Peut-on appliquer le nouveau plafond du taux réduit d'IS aux exercices clos le 31/12/2022? Non, hein, c'est à partir
du 31/12/2022, donc le 1er janvier, donc les exercices qui vont s'ouvrir le 1er janvier 2023. Hein, sur les exercices qui se clôturent au 31/12/2022, vous devez appliquer donc 38 120 € pour le taux réduit. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes ces nouveautés 2023 pour les entrepreneurs. Alors, il n'y avait pas vraiment de grosses nouveautés cette année. Pourquoi? Parce que déjà 2022 a été vraiment très riche en nouveautés, puisqu'on a eu le nouveau statut de l'entrepreneur individuel avec tout ce qui a été réformé. On a eu pas mal de mesures concernant le pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que déjà toute l'année 2022 avait été très riche en nouveautés, en refonte, en réformes. Donc, 2023 est plutôt une prolongation finalement de tout ce qui a déjà été mis en œuvre en 2022 et surtout voilà, des mesures qui vont permettre en détail aux entreprises de les aider à faire face à la crise de l'énergie, à la hausse de ces prix qui peuvent être encore une fois assez importantes, puisque je vous rappelle, si le bouclier tarifaire n'était pas mis en place, on ferait face à une augmentation au moins de 120% du prix de l'électricité. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. C'est toujours très encourageant pour nous d'avoir autant de monde qui nous suit et qui sont très fidèles. Donc, merci encore une fois. Vous retrouverez donc le replay de ce webinaire sur le site BPI France Création à partir de demain. Le support de présentation sera également en téléchargement. N'hésitez pas à nous contacter sur le site BPI France Création, puisqu'on sera là pour répondre aussi à vos questions si vous en avez d'autres. Et puis, vous avez nos noms. Donc, effectivement, comme disait Marine, LinkedIn, on est là également si vous en avez besoin. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon appétit. Et puis, je vous dis au prochain webinaire. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.